Donc, les évidences. Les évidences, les déterminants qu'on retrouve, les glisseurs sont de part et d'autre, aussi bien du côté de l'opposition, aussi bien que du côté de la majorité, mais quitte à l'opposition de nous montrer comment l'opposition planifie son glissement. Enfin, la majorité planifie le glissement. Alors, je voulais placer un mot. Je voulais d'abord préciser à l'intention du public que je parle comme journaliste ici. Je ne suis plus le chargé de communication de M. Beauchamp, à qui j'ai beaucoup de respect parce que vous lui avez imputé des choses. Je voudrais juste recadrer. Le livre faisait partie. Quand le livre est sorti, vous êtes encore de la communication. Laissez-moi, c'est jamais qui pose des questions. Son livre faisait partie d'un débat, d'un scientifique qui a soulevé une question. Ça fait débat. La loi électorale dont vous avez parlé, la loi électorale, ce n'est pas une œuvre de Beauchamp, c'est une œuvre du gouvernement. Beauchamp a été nommé comme vice-premier ministre autour du mois de novembre. Il fait 2 missions au Katanga et au Nord Kivu où les ADF tués. Il revient, il présente un projet de loi au gouvernement. Il l'a élaboré quand? Ça, c'est le gouvernement. Mais, alors, à propos de la loi sur la répartition des sièges, encore une fois, c'est une œuvre du gouvernement. Évitons d'individualiser les débats parce que c'est un cachet négatif qui peut coller à la peau de quelqu'un toute la vie. Et je crois que nous devons mettre les gants pour le dire. Mais si les médias y reviennent autant que vous-même, je crois que c'est votre droit de commenter. Mais ça montre aussi la faiblesse de sa stratégie de communication actuelle, de sa communication actuelle. Tant que les médias n'arrivent pas à comprendre qu'il a réfléchi comme intellectuel en publiant un livre, que la loi électorale n'était pas son œuvre, que la loi sur la répartition des sièges n'était pas son œuvre, ça montre qu'il n'a pas une bonne communication. Et je m'assure. En tant qu'initié, j'ai compris ce que vous voulez dire. Allez-y, pas de polémique. Vous savez Jean-Marie, moi, je ne suis pas scandalisé, mais ça m'étonne un peu que depuis un certain temps, il y a un certain groupe de gens qui font l'apologie du glissement. L'apologie ou c'est une zone d'évidence? Non, mais j'ai démontré mais quand on parle d'évidence, c'est qu'on met du beurre, on embellit. Mais ça devient de l'apologie. On explique. Quand on explique, c'est pour convaincre, non? Mais quand on convainc, on a fait de l'apologie. C'est là pour dire que le glissement c'est bon, que l'opposition glisse. Non, mais c'est faux, c'est pas bon le glissement. Le glissement est la conséquence de l'échec du gouvernement, qui est incapable d'organiser les élections. Le glissement, c'est parce que l'argent, les 41 millions pour le gouvernement, c'était prévu dans le budget. On a sorti 41 millions. Pire encore, la primature à elle seule a consommé plus de 200% du budget qui était prévu pour elle. C'est une analyse trop vite faite. Attendez, on n'avait pas de la présidence même mot, le Parlement aussi même mot. Ça signifie que si cet argent a été mis de côté, on allait avoir des élections. Donc faire la projet du glissement, ça c'est... Attendez, vous allez continuer à parler. Non, je vais terminer. Faire l'apologie du glissement, ça c'est institutionnaliser une mauvaise façon de gérer le trésor public de l'État, et ce n'est pas un bon exemple. C'est pas possible. Mais pour les élections, 1,5 milliard, les élections, on ne peut pas à la fin du mandat. C'est chaque année qu'on a pu dire. Je place un petit mot. J'espère que ce n'est pas bon. Que Bruno parle, et parce qu'on doit terminer le discours. Je voudrais rappeler que le sujet sous débat ici, c'est l'élection des gouverneurs. Je ne voudrais pas rentrer dans les pièges tendus par Paul Diakessé et même Ludo Balekela, qui lui-même a jeté les pavés. Je voudrais dire qu'on ne peut pas opposer, Jean-Marie, on ne peut pas opposer l'organisation des élections provinciales aux élections des gouverneurs. On ne peut pas opposer. Soit-elle actuellement. Parce que la loi, les élections provinciales, les candidatures sont déjà déposées. La campagne électorale commence en septembre. L'élection provinciale aura lieu au mois d'octobre. Ça n'a rien à voir avec l'élection des gouverneurs. Et donc l'un n'oppose pas l'autre. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il n'y a pas... les nouveaux gouverneurs seront élus, si nous partons des nouveaux députés provinciaux, c'est l'année prochaine. Donc dire que les députés provinciaux d'aujourd'hui, après avoir beaucoup glissé, sont indignes pour nous élire des nouveaux gouverneurs, ça signifie qu'on devait refuser d'appliquer les lois qui viennent du Sénat. Le Sénat qui a glissé au même titre que les assemblées provinciales. Et là, donc, étant donné qu'on n'a pas encore les nouveaux députés provinciaux, laissons les sortants, quelle que soit leur médiocrité,
sur le plan légistique, sur le plan législatif, sur le plan intellectuel, parce que la population les a élus. Il faut qu'à un certain moment... Restons légalistes. Nous tuons les pays. Nous tuons les pays. Ce sont des élus, les élus restent légitimes. Même si ce sont des illettrés, ce sont des élus. On ne doit pas tuer le pays. Nous ne devons pas mettre le feu à la case. Mais il faut récupérer aux prochaines élections. Pas maintenant, ils sont déjà là, ils doivent venir. Justement, c'est pourquoi, contrairement à ce que pense Paul, on ne fait pas l'apologie du glissement. Nous sommes seulement pragmatiques et réalistes. On est buté, comme l'a dit Hollande. On est buté à un vrai problème. Un vrai problème. Il n'y aura pas élection si on ne prend pas garde. Au peuple, pourquoi pas élection? Mais justement, c'est pourquoi nommer les responsables. C'est pourquoi moi j'ai dit payer ça devant la nation. Moi j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité au peuple et j'interpelle l'opposition. Je leur dis, messieurs, mais faites en sorte que vous puissiez faire prendre à la majorité acte de sa mégestion. C'est l'occasion d'aller au dialogue et de faire signer à la majorité son acte de décès. Malheureusement, l'opposition ne développe pas cette intelligence qui permettra à ce que le pays n'implose pas. Parce qu'il postule à prendre la direction du pays. Mais si déjà les ingrédients sont là, un cocktail se met... Est-ce qu'ils ne préparent pas eux-mêmes la contestation pour qu'il y ait implosion? Écoutez, pour moi, l'opposition est en déficit de stratégie. Et même l'opposition fait une mauvaise analyse de l'évolution de la situation en croyant que de l'autre côté, ce sont des enfants de cœur. Et quand ça va bloquer... Et aujourd'hui, demain, je prends le peuple à témoin pour dire la vérité. Oui. Demain, lorsqu'il y aura glissement sans l'opposition, mais qu'on ne brûle pas la case. Qu'on ne brûle pas la case. Préparez-vous, messieurs de l'opposition, pour glisser avec les autres, afin que vous puissiez les déboulonner de manière démocratique. Parce que pour le moment, là, c'est difficile d'avoir les élections dans l'immédiat. Alors, terminons l'émission. Je termine, oui. En un mot, je voulais dire que ce que Bienvenu a dit, je le trouve très pertinent. Et lorsque j'ai évoqué la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs, mais aussi de la diaspora... Qui fait partie des conditionnalités en ce moment. Ce sont des problèmes réels, ce sont des difficultés, des obstacles pour le bon déroulement, la bonne opérationnalisation du processus électoral, des questions qui ne peuvent être résolues qu'au travers du dialogue. Parce que là, on va trouver un consensus. On s'est dit, nous sommes butés au problème des financements. La communauté internationale n'a pas financé. Et nous avons les nouveaux majeurs. Ça demande autant de mois. Est-ce que nous nous mettons d'accord pour qu'il en soit ainsi, même s'il y a glissement, qu'on s'assume ensemble? Mais lorsqu'on refuse le dialogue, comment est-ce qu'on va résoudre ce genre de problème? C'est ça la façon dont nous expliquons les choses, mais nous ne faisons pas non plus l'apologie du glissement. J'aurais voulu qu'on parle un tout petit peu d'Obama qui est en Afrique chez nous en ce moment. Mais on n'a pas le temps malheureusement, mais tout ce qu'on peut dire est que le mandat d'Obama a un peu déçu les Africains parce qu'ils avaient tellement placé désespoir, la confiance en cet Africain américain qui a embrassé quasiment ses oncles et ses tantes avant-hier, plutôt hier d'ailleurs, chez lui au Kenya, qu'il n'avait d'autres choses à dire. Courage mes frères et sœurs, peut-être la famille Clinton qui sera là pourra faire quelque chose pour vous, mais Dieu sait combien, ça sera un peu difficile. On le souhaite bon séjour avec beaucoup de chefs d'entreprise américains qui sont du côté de Nairobi. On a d'ailleurs beaucoup verrouillé en termes de sécurité, parce que les Chebabs ne sont pas loin. Il faut dire que le mandat de George Bush était mieux pour les Africains. Absolument. Obama a complètement déçu. Les Africains ont oublié que c'était un Américain. Absolument. Voilà. Il était élu par les Américains pour les Américains et parfois il va se reposer comme tout le monde en faisant des conférences peut-être à 50 000 $. Voilà. On va se quitter par ici. On se retrouvera la semaine prochaine avec un autre débat autour des grandes questions de l'heure. Portez-vous bien et rappelez-vous que chaque jour est une vie. À la semaine prochaine. Bye bye.